Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir des mécanismes divers qui touchent à la stabilité financière, notamment les bulles spéculatives et les effets de levier. La stabilité financière, c'est lorsque les agents peuvent compter sur le bon fonctionnement du système monétaire et financier. Cela repose sur des infrastructures telles que la bourse, la chambre des compensations, des cadres réglementaires qui obligent les institutions à évaluer leurs risques et à limiter la prise de risque, et l'intervention de la Banque centrale ou de l'État en cas de problème. La stabilité financière était une mission historique des banques centrales, qui a été néanmoins abandonnée au cours du XXe siècle au profit de la seule stabilité monétaire. Il y a donc un principe de séparation entre la stabilité monétaire, qui est du ressort de la Banque centrale, et la stabilité financière, qui est du ressort des autorités de régulation ou de l'État, avec par exemple l'AMF en France depuis 2003, l'autorité des marchés financiers. La crise des subprimes a surpris aussi bien les États que les banques centrales. Ces deux institutions ont donc dû improviser des solutions pour s'en sortir. Néanmoins, cela a conduit un certain nombre de débats visant à remettre en cause cette séparation. Une fois qu'on a fait cette petite introduction, nous allons voir les bulles spéculatives. Il faut d'abord bien comprendre que les marchés d'actifs sont différents des marchés de produits. Sur les marchés de produits, il n'y a que peu de marchés secondaires. Les agents ne cherchent pas une plus-value à la revente de leurs biens. Ainsi, la rencontre entre l'offre et la demande permet normalement de déterminer un équilibre stable. La plupart des marchés sont des marchés de biens neufs, et sur les marchés de biens déjà utilisés, sur les marchés d'occasion, en général, on ne cherche pas vraiment une plus-value, on ne cherche pas vraiment à revendre plus cher. C'est assez rare. Toutefois, sur le marché des actifs, c'est différent. Il existe des marchés secondaires, donc la bourse, le marché de l'ancien en immobilier, etc., qui donnent la possibilité de faire des plus-values à la revente. Sur le marché primaire, l'entreprise va émettre des actions ou des obligations pour se financer. Cependant, dans une bonne partie des cas, les acheteurs ne gardent pas ces obligations ou ces titres. Ils vont les revendre sur le marché secondaire pour essayer de revendre ces actions ou ces obligations à un prix plus élevé que ce qu'ils ont été achetés. Le marché primaire est un marché du neuf, où les entreprises se financent, et le marché secondaire est un marché où les gens qui disposent de titres s'échangent ces titres entre eux en essayant de le revendre le plus cher possible pour gagner de l'argent. Sur le marché secondaire, il y a des anticipations que l'on dit auto-réalisatrices. Si les épargnants s'ils anticipent une hausse du prix de l'actif, eh bien dans ce cas-là, ils vont acheter cet actif dans l'espoir de faire une plus-value à la revente et de le revendre plus cher, puisqu'ils vont anticiper que le prix va augmenter. Le prix est actuellement de 5 euros, ils anticipent qu'il va passer à 15 euros plus tard, dans quelques semaines, donc ils vont l'acheter maintenant pour le revendre quand il sera à 15 euros. Mais cependant, ça ne pose pas de problème s'il y a une seule personne qui le fait. Mais s'il y a des milliers de personnes qui le font, eh bien, la demande pour cet actif va être supérieure à l'offre. Donc, les prix vont effectivement augmenter. C'est l'anticipation autoréalisatrice. On anticipait que les prix vont augmenter, et au final les prix ont réellement augmenté, mais à cause de nos actions. On a nous-mêmes fait réaliser cette prophétie. Et donc ce mécanisme marche aussi dans le cas où les épargnants envisagent la baisse d'un actif. Ils envisagent la baisse d'un actif, donc ils vont vendre cet actif, donc donc la demande est inférieure à l'offre, donc les prix vont baisser. Et il faut bien comprendre que cela se passe quand de très nombreux épargnants anticipent cela, et pas quand il y a une seule personne qui va l'anticiper. Non, si des milliers de personnes le font, effectivement, ça va être auto-réalisateur. Donc cette hausse, voilà, cette anticipation, peut avoir effectivement des fondements économiques. Par exemple, on voit que l'entreprise est en bonne santé, qu'elle va réussir dans l'avenir, qu'elle va faire des bons profits, par exemple. Ou alors, il peut ne pas avoir de fondement économique. Juste on estime, voilà, on se dit, tiens, pourquoi pas, moi je pense, voilà, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Et si on demande pourquoi, ils font, bah je sais pas. Voilà, il n'y a pas de fondement économique, juste ils sont là comme ça, ils estiment
que ça va augmenter ou baisser. Et dans ce cas-là, on parle de bulles spéculatives. Il y a deux types de bulles. Il y a celles qui sont financées par l'épargne, qui sont moyennement dangereuses parce que l'épargne est limitée. Et il y a celles financées par les crédits, qui sont extrêmement dangereuses à cause de l'effet de levier. Et l'effet de levier, justement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va le voir maintenant à partir d'un exemple. Imaginons qu'il y a un placement, voilà, un actif, avec un taux de rentabilité anticipé, R, donc le taux de rentabilité anticipé qui est égal à 10%. C'est-à-dire que la plus-value espérée sur un capital de 100 euros, donc si on met 100 euros de capital, eh bien on espère une plus-value de 10 euros. Voilà. Imaginons maintenant qu'une personne au hasard, appelons-la Ron, dispose de 100 euros. Voilà, il a K qui est égal à 100. Voilà. Donc sa rentabilité est limitée à 10 euros. Sa rentabilité est limitée à 10 euros. Et là, il se dit, ouais, c'est bien 10 euros, bah, je gagne 10 euros, c'est plutôt cool. Mais c'est pas comme ça que je vais devenir riche. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, idée de génie, là j'ai que 100 euros, donc je peux gagner que 10 euros. Mais si j'emprunte, je peux gagner beaucoup plus. Donc, il va emprunter de l'argent. S'il emprunte, il va contracter une dette que l'on va appeler D et que l'on va donner égale à 1000 euros par exemple. Voilà, il décide d'emprunter 1000 euros. Ces 1000 euros, il devra les rembourser évidemment avec un taux d'intérêt I qui est égal à 6%. Donc le levier, ce qu'on appelle le levier d'endettement, bah, c'est égal à petit l pour levier, qui est égal à la dette qu'il a contractée sur son capital de base, donc 1000 sur 100 qui est égal à 10. Le levier d'endettement est égal à 10. Ok. Eh bien, le rendement va alors passer à à ρ, pardon, à la lettre grecque ρ, qui est égal au taux de rentabilité anticipé, plus au taux de rentabilité anticipé, moins le taux d'intérêt auquel il devra rembourser à la banque, multiplié par le levier d'endettement. Si on remplace, ça nous fait que ρ, c'est égal à 10 plus 10 moins 6, multiplié par 10, ce qui est égal à 10 plus 4 fois 10, donc ce qui est égal à 50. Voilà. Donc grâce à son emprunt, il peut avoir un taux de rendement non plus de 10%, mais de 50%. Et attention, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que, imaginons qu'il voit le taux de rendement, le taux de rentabilité anticipé qui baisse et qui passe, imaginons, à moins 5%. C'est-à-dire que l'actif ne vaut plus que 95 euros. Il perd 5 euros à chaque fois. Parce que l'actif valait 100 euros de base. Et donc, il ne vaut plus que 95 euros. Ok. Dans ce cas-là, ρ, c'est égal à toujours R plus R moins I multiplié par L, ce qui est égal à moins 5 plus moins 5 moins 6 fois 10, ce qui est égal à moins 5 moins 11 fois 10, ce qui est égal à moins 115. Un levier de rendement anticipé, alors oula, un levier élevé permet de multiplier les gains si jamais R, le taux de rentabilité anticipé, est supérieur au taux d'intérêt, mais il peut aussi multiplier les pertes si jamais le taux de rentabilité anticipé est inférieur au taux d'intérêt. Et donc, avec sa dette, Ron va perdre tout son capital et va devoir rembourser 15 euros. Il perd tout, plus il doit rembourser encore 15 euros. Pourquoi? Eh bien, il a acheté
1100 € d'obligations. Hein. Il a dépensé tout son crédit et tout son capital pour acheter des obligations. Il a acheté 1100 € d'obligations. Il perd 5 € sur chaque obligation. Donc, il va lui rester 1045 €. Voilà. Puisqu'il avait acheté 11 obligations, donc 11 x 5, 55, 1040, il lui reste 1045 €. Il doit rembourser sa dette. Donc, il doit rembourser 1000 €. Il lui reste donc 45 €. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il y avait un taux d'intérêt qui est égal à 6%. Donc, il doit rembourser 60 €. Et donc, au final, il lui reste moins 15 €. Il doit encore retrouver moins 15 € pour rembourser. A l'inverse, si en l'absence de dette, Ron aurait simplement perdu 5 € sur son capital, 200 €. Il lui resterait donc 95 €. Donc on passe d'une situation où il a voulu devenir encore plus riche, mais au final il se retrouve avec un déficit de 15 €. Il est à moins 15 € sur son compte en banque. Alors que sans levier, sans endettement, il aurait juste perdu 5 €, il aurait resté 95 € pour retenter. Et donc l'effet de levier, effectivement, augmente les chances de gagner, gros, mais augmente aussi les risques de faillite et de perdre gros. Maintenant que nous avons vu le principe des bulles et des leviers d'endettement, voyons voir l'instabilité financière selon Minsky. Minsky est un keynésien qui accorde un rôle central à l'état de confiance. Il a théorisé les cycles financiers. Selon lui, lors du début d'une phase ascendante, donc en période de stabilité financière, donc début d'une phase ascendante, nous sommes en période de stabilité économique et financière, les investisseurs sont prudents. Il y a une croissance donc modérée sur le marché des actifs, puisqu'ils ne vont pas acheter des masses. Il y a donc de faibles leviers d'endettement, puisque les banques, elles aussi, sont prudentes. Voilà, faible levier d'endettement. Et donc la croissance du cours des actifs est limitée. Si jamais la rentabilité est bonne, donc il y a peu de faillites, il y a un regain d'optimisme, et donc une baisse de la prudence. Et les acheteurs, les investisseurs se disent ça se passe bien, ça va pas, pourquoi ça se passerait mal? Donc ils oublient leur prudence, ils sont plus optimistes, et donc il y a une hausse des leviers d'endettement. Cela permet et même favorise le développement d'une bulle financière. Il se crée des anticipations autoréalisatrices. Le prix des actifs augmente parce que le marché est acheteur. Et donc, puisque le prix des actifs augmente, cela va entraîner encore une hausse des leviers d'endettement, puisque les prix augmentent, donc les gens se disent ça va encore augmenter, parce que la rentabilité est élevée, donc on va encore plus emprunter, donc les leviers d'endettement augmentent, etc., etc. Ça continue. Ce cercle continue, prix augmente, donc levier d'endettement augmente, donc rentabilité augmente, donc prix augmente, etc. Jusqu'au moment où les agents prennent conscience des risques liés à un endettement trop élevé. C'est ce qu'on appelle le moment Minsky. Les agents se rendent compte des risques qu'il y a à emprunter, à trop emprunter, à avoir un trop gros endettement. Et donc il va y avoir un retournement des anticipations. Ils se disent, attends, j'ai tellement emprunté, là je suis pas spécialement bien, c'est super risqué. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais revendre une partie de mes actifs pour retrouver un peu de liquidité et m'assurer, de pas être mal. Donc qu'est-ce qui va se passer si beaucoup de personnes le font, si un nombre conséquent de personnes le font, revendent leurs actifs, l'offre va être supérieure à la demande. Quand l'offre est supérieure à la demande, on le sait, les prix vont baisser. Et puisque les prix baissent,
bah, les investisseurs, ils vont continuer à revendre, à vendre. Pourquoi? Bah parce que si les prix baissent, ils vont voir leur rentabilité baisser, ils n'ont pas envie de voir leur capital se déprécier, donc ils vont revendre avant qu'il y ait une trop forte chute des prix. Mais donc, puisqu'ils revendent, eh bien l'offre est encore supérieure à la demande, ce qui accélère encore plus la baisse des prix, donc ils revendent encore plus, etc. etc. C'est une crise financière, c'est la crise. Et l'ampleur de cette crise va notamment dépendre du credit crunch, c'est-à-dire comment les banques vont fermer ou non les portes du crédit, suivant leur état de confiance. Parce que si elles ferment totalement les portes du crédit, eh bien ceux qui seront déjà endettés ne pourront plus emprunter, plus personne ne pourra emprunter, donc voilà, il n'y a plus de crédit, donc plus d'investissement, donc crise. Et donc selon Minsky, la crise se prépare dans les périodes de stabilité. C'est le paradoxe de la tranquillité. La stabilité conduit à un excès de confiance de la part des agents. Et donc, bah, ce qui peut amener à la crise après, une fois que on atteint le moment Minsky. Et donc on voit bien que par l'effet de levier, la politique de la Banque centrale a un impact sur la stabilité financière. Les effets de levier proviennent des crédits, donc la Banque centrale, via IMBC, peut jouer sur l'offre ou la demande de crédit. Selon la règle de Taylor, lorsque l'inflation et l'activité sont faibles, bien il faut baisser IMBC, ce qui permet de baisser IC, donc baisser IMBC, le taux directeur, ce qui permet de baisser le taux de crédit nominal, ce qui va permettre d'augmenter les leviers d'endettement. Et donc de relancer une partie de l'économie. Dans les années 2000, il y a eu l'éclatement de la bulle Internet. Donc la Fed et la BCE sont effectivement intervenues en baissant IMBC. Mais, selon Taylor et d'autres économistes, ce taux directeur aurait dû être relevé plus rapidement, ce qui aurait permis de limiter la bulle immobilière qui a conduit à la crise des subprimes. Selon Taylor, la Banque centrale a baissé ses taux trop fortement et trop longtemps, ce qui a trop favorisé les effets de levier, et ce qui a donc créé un regain d'optimisme et donc une bulle spéculative. Mais la Fed à cela rétorque, bien que les États-Unis étaient au bord de la déflation, ce qui nécessitait de maintenir IMBC à un taux faible afin de soutenir l'activité économique et d'éviter que l'on tombe dans la déflation, ce qu'on a déjà vu, ce qui est un mal. Et donc, il y a un consensus relatif sur le fait que la fixation de IMBC, des taux directeurs, ne suffit pas pour assurer la stabilité des prix et celle du système financier. Pourquoi? Parce qu'un seul outil pour plusieurs objectifs, ça marche pas vraiment. Voilà, il peut aller vers un objectif ou vers un autre, mais remplir plusieurs objectifs en même temps, c'est compliqué pour un seul outil. Et donc à cela, il faut y ajouter des politiques prudentielles. Oula, j'écris encore une fois très mal. Politique prudentielle, voilà. Et donc, on va distinguer deux types de politiques, comme il y a deux types d'économies. Les politiques micro-prudentielles, qui sont par exemple imposer des ratios de capital ou de liquidité aux banques pour augmenter leur solvabilité. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas prêter plus que ce ratio, c'est une sécurité. Donc on a l'exemple avec les lois BAL 2 en France. Et donc, la question, c'est qui va superviser ça? Une autorité de régulation indépendante ou la banque centrale, qui va superviser ces politiques micro-prudentielles? Eh bien, il vaut mieux que ça soit la banque centrale pour mieux articuler ces politiques micro-prudentielles avec les politiques macro-prudentielles. Et donc, les politiques macro-prudentielles sont axées sur les risques systémiques, sur l'effet domino. C'est-à-dire l'effet, le risque qu'il y a lorsqu'une banque saine risque la faillite lorsqu'un débiteur fait défaut. C'est ce qu'on avait vu déjà dans des précédentes vidéos. Une banque fait défaut, donc la banque qui lui avait prêté de l'argent, eh bien il lui manque de l'argent, donc elle ne peut pas rembourser elle-même ses propres prêts, donc une autre ne peut pas rembourser ses propres prêts, c'est l'effet domino, c'est un risque systémique, donc un risque de crise systémique. Et donc pour cela,
pour les politiques prudentielles doivent essayer de réduire les imperfections sur le marché, limiter le cycle financier en limitant le cycle du crédit, et amener les acteurs financiers à internaliser les externalités négatives liées à leur comportement. C'est-à-dire comprendre que leurs comportements ont des conséquences non économiques, enfin palliées par le marché, sur d'autres agents. Et là, une question qui va se poser, c'est faut-il laisser un acteur financier face à ses responsabilités? Est-ce qu'il faut le laisser faire faillite ou est-ce qu'il faut le recapitaliser? Hein, est-ce qu'il faut la secourir en lui offrant des liquidités ou la laisser couler? Eh bien, pour Lehman Brothers, le choix a été fait de la laisser face à ses responsabilités. Cependant, cela a conduit, via l'effet domino qu'on vient d'expliquer, à un choc systémique. La faillite de Lehman Brothers a mis d'autres banques en difficulté. Voilà, puisque elles avaient prêté de l'argent à Lehman Brothers, mais elles n'ont pas été remboursées, donc elles n'ont pas pu rembourser d'autres emprunts, etc., etc. Et donc on a plutôt, par la suite, été en faveur du choix qu'il faut secourir les banques en leur offrant des liquidités ou du capital nécessaire à leur survie. Mais ça soulève un problème d'aléa moral. Est-ce que soutenir les acteurs financiers en cas de difficulté, ça les incite pas vraiment à la prudence. Ils vont privilégier les projets risqués, dont la rentabilité peut être forte. Ils vont enregistrer donc des bénéfices en cas de succès, mais ils font supporter les pertes à d'autres en cas d'échec. C'est-à-dire que les banques, sachant qu'on ne va pas les laisser couler, eh bien vont investir dans des projets risqués, encore et encore, parce que si elles gagnent, c'est tout bénef pour elles, et si elles perdent, de toute façon, elles seront remboursées. Enfin, le coût sera supporté par d'autres. Voilà. Et on n'a pas vraiment encore de solution à ce problème d'aléa moral. Eh bien, c'est tout pour cette partie qui sera au premier DST. Je vous souhaite de bon courage pour vos dernières révisions. Et bon courage pour le DST.